Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Moi c'est Katie et aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une très vieille forme de sorcellerie que l'on appelle la magie des nœuds. Ceux qui ont déjà fait les rituels en ligne que je propose ont déjà un petit aperçu de quoi il s'agit parce que c'est une pratique que j'aime beaucoup et que j'incorpore très souvent à des rituels plus complexes. J'ai énormément de choses à vous dire, mais dans cette vidéo, on va essayer de procéder en 3 temps. Dans un premier temps, je vais tenter de vous expliquer ce qu'est la magie des nœuds, d'en proposer une définition, le principe de cette technique pour comprendre comment ça fonctionne. Dans un deuxième temps, nous allons explorer les origines passionnantes de cette magie et comment elle a été utilisée de façon étonnante à travers l'histoire et les civilisations. Et dans la troisième partie, je vais vous expliquer comment vous pouvez vous-même utiliser cette technique pour la mettre à votre service. Et pour cela, je vous livrerai ma propre façon de faire. On s'embarque pour une grosse vidéo thématique les amis, donc préparez-vous une boisson chaude, installez-vous confortablement et on y va. Commençons par le commencement. La magie des nœuds, c'est quoi? Alors la magie des nœuds, c'est une forme de sorcellerie qui utilise des fils ou des cordes pour tisser des charmes, fixer des intentions et au besoin conserver ou relâcher cette énergie en faisant et en défaisant des nœuds. Cette pratique appartient à ce que l'on appelle communément la sorcellerie des campagnes. Ça n'appartient donc pas à une tradition donnée, c'est plutôt de l'ordre du folklore, de pratiques, voire de superstitions qui se sont transmises de génération en génération, mais qui sont communes à de nombreuses civilisations dans le monde. Aujourd'hui, cette forme de magie est devenue populaire, notamment sous la forme des fameuses échelles de sorcières, sur lesquelles nous reviendrons au cours de cette vidéo. Cette technique, à mon sens, a deux avantages. Elle est relativement simple, pour peu qu'on touche déjà un minimum à la magie, et elle est discrète. Je sais que vous êtes un certain nombre à ne pas vous sentir à l'aise au sein de votre famille pour ce qui concerne les pratiques magiques par peur du jugement, et la magie des nœuds est, je trouve, une technique super discrète qui peut se pratiquer incognito. C'est pas passé loin. L'idée globale pour ce type de magie, c'est qu'on va utiliser le principe de nœud, l'action de nouer pour sceller une intention. Notez qu'un nœud est un point d'ancrage pour une idée que vous voulez manifester. C'est une manière de focaliser la pensée et l'énergie. La magie des nœuds, ça permet de créer du lien, de relier entre elles des choses que nous souhaitons voir advenir ou à l'inverse, de les dissocier. Comment ça marche? Alors, vous savez, la magie, c'est l'art de créer des changements conformément à la volonté. Et pour cela, il nous faut certes mobiliser une certaine quantité d'énergie, mais aussi l'orienter, la diriger afin de produire les conditions d'émergence favorables à ce que nous souhaitons. La pratique magique suppose donc que l'avenir n'est pas tout tracé, mais que nous avons au contraire des moyens d'agir sur ce qui devrait advenir. Cette notion, nous l'avions déjà abordée dans ma première vidéo consacrée à la cartomancie que j'avais appelée « Peut-on lire l'avenir dans les cartes ?» Je vous remets la référence en haut et en barre d'infos. Rappelez-vous, dans cette vidéo, nous avions largement exploré les concepts de destinée et de libre arbitre. Et je vous avais notamment parlé des 3 divinités du destin que les Grecs ont nommées les Parques, mais que l'on retrouve chez les Romains sous le nom des Moires et chez les Scandinaves sous le nom des Nornes. Ces 3 divinités travaillent ensemble. La première est une fileuse. Elle tisse le fil de la vie de chaque être humain dès la naissance. La deuxième est la répartitrice. Elle déroule le fil pour en faire une tapisserie unique qui représente la vie de l'individu. Et la troisième sœur est l'inflexible. Elle coupe le fil de la vie pour y mettre un terme. Pour chaque mortel, elles accordent une mesure de vie dont elles fixent la durée. Cette idée que la vie est un fil sacré qui est tissé est une idée commune à de nombreuses cultures. La grande tapisserie de la vie serait donc le résultat d'une immense quantité de nœuds qui seraient tissés au fil des jours, chaque événement constituant une vibration sur cette toile. L'idée au fondement de la magie des nœuds, c'est donc de dire que nous avons le pouvoir de créer nous-mêmes en conscience certains de ces nœuds pour influer délibérément sur la tapisserie de notre vie et en tisser des motifs à notre convenance. L'idée est séduisante, vous en conviendrez. La magie des nœuds, c'est en réalité une magie des liens. On utilise pour cela des fils ou des cordes. Dans la langue française, le champ sémantique associé aux nœuds et aux liens conserve une partie du champ symbolique et magique que cette sorcellerie recouvre. On parle de tisser des liens entre deux personnes, de se sentir liés l'un à l'autre,
Quand on se marie, on dit parfois qu'on va se passer la corde au cou. Dans une situation d'entrave, on dira que l'on se sent pieds et poings liés. Et dans le registre qui nous parle davantage du corps et de la maladie, on parle par exemple d'avoir un nœud à l'estomac, de se faire des nœuds au cerveau. Vous voyez que les nœuds et les liens, les cordes, les fils sont omniprésents dans notre langage et ceci n'a rien d'un hasard. Ce qu'on peut voir également dans toutes ces expressions, c'est qu'elles désignent des choses très positives comme des choses très négatives. Et c'est là toute la particularité de la magie des nœuds. Et je vais être très honnête avec vous, il s'agit d'une forme de sorcellerie très ambivalente. Avec elle, on peut faire le bien comme le mal, on peut apporter du confort comme déployer de terribles malédictions. Il s'agit d'un des types de magie les plus redoutés. Beaucoup considéreront donc qu'il s'agit là de magie noire, mais mon petit avis à moi, c'est que la magie n'a pas vraiment de couleur et que c'est surtout une question de point de vue. Un couteau, par exemple, peut tout aussi bien servir à cuisiner votre repas qu'à tuer une personne. Pour autant, le couteau est neutre. Tout dépend de la personne qui le tient et de ses intentions. Un couteau, ça ne se prête pas, c'est très personnel. Et je ne peux que vous encourager à faire bon usage de la magie et de ne pas vous en servir contre autrui. Néanmoins, comme nous allons le découvrir à présent, la magie des nœuds a eu bien de funestes emplois dans l'histoire. J'aimerais vraiment que nous prenions un peu de temps pour explorer d'où nous vient cette magie et à quelle fin elle a été utilisée dans l'histoire. Si je vous en parle, c'est que les pratiques magiques ne sortent pas de nulle part. Pour la plupart, elles s'appuient sur plusieurs siècles de gestes et de croyances qui ont contribué à façonner non seulement notre culture, mais aussi des égrégores. Pour vous expliquer de façon très simple ce qu'est un égrégore, on pourrait dire qu'il s'agit d'une accumulation d'énergie qui est générée par le fait que de très nombreuses personnes vont penser et croire la même chose, ce qui, in fine, va permettre à cette croyance d'avoir une forme d'efficacité dans le monde réel. Oh, ça y est, oui, ça y est, j'ai compris. Quand on s'inscrit dans une tradition magique ou religieuse, on bénéficie justement de l'égrégore qui est rattaché, on bénéficie des effets et de l'antériorité de l'énergie mobilisée. Il est donc important de bien saisir d'où nous vient cette magie des nœuds et à quoi on se rallie en faisant appel. Je vous propose de commencer notre voyage en Égypte ancienne. Peut-être que vous connaissez ce symbole. Il s'agit du nœud d'Isis, l'un des symboles égyptiens les plus connus avec la clé Ankh, l'œil Udjat ou encore le pilier Djed. Le nœud d'Isis est un symbole sacré. Il représente la force de la déesse Isis et sa magie, car c'est à l'aide des nœuds d'un cordon qu'elle a redonné vie au dieu Osiris. Ce passage est relaté dans les textes des pyramides. Isis et Nephthys ont utilisé leur magie sur toi avec les nœuds d'un cordon dans la ville de Saïs. Ce nœud d'Isis a donc largement été utilisé comme un talisman car il possède un pouvoir protecteur, ce que confirme le célèbre livre des morts. Mais la magie des nœuds chez les Égyptiens ne se résumait évidemment pas au nœud magique d'Isis, parce qu'en réalité, plusieurs papyrus documentent l'utilisation des nœuds magiques à des fins de guérison. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Égypte ancienne, magie et médecine étaient étroitement liés. Ils allaient de pair et les textes médico-magiques de l'époque regorgent de formules contre par exemple la survenue d'une maladie ou même les cas de possession. Ces formules étaient inscrites sur des bandes de papyrus puis roulées et attachées avec un collier à nœuds afin de nouer le mal. On le portait ensuite autour du cou. Sur ces papyrus, on trouve souvent des dessins magiques et le collier final se compose généralement de plusieurs nœuds destinés à empêcher les démons de passer. On le voit dans cet exemple, la magie des nœuds sert à se prémunir du mal en créant une zone de restriction. Le nœud empêche le mal, la maladie ou les démons de passer. Ils permettent en quelque sorte de sceller une ouverture. Il permet donc d'apporter une protection, ce qui est d'ailleurs aussi le cas du nœud d'Isis qui apporte néanmoins une forme de pouvoir plus mystique également. Poursuivons notre exploration de la magie des nœuds durant l'Antiquité avec la Mésopotamie, donc le Proche-Orient ancien. Et là-bas, les documents font mention de cette magie pour guérir les maladies. La guérison d'ailleurs, c'est vraiment l'une des acceptions les plus répandues pour la magie des nœuds un peu partout dans le monde. Ainsi, en Mésopotamie, le dieu Ea, qui est une divinité de l'eau, de la magie et de l'exorcisme, prescrit pour la maladie de la tête tout un protocole où il faut nouer de façon très spécifique un bandeau autour de la tête. Par ailleurs, il existe d'autres documents qui utilisent régulièrement la formule qu'il soit dénoué comme un nœud dans les sorts de guérison afin de se libérer d'un mal dont se serait atteint. Dans cette conception, la maladie, le mal, correspondrait à un nœud qui se trouverait en nous et qui empêcherait le flux de la vie de s'écouler normalement puisque par définition un nœud est une zone de restriction.
Si on regarde du côté de la Grèce antique cette fois, Pline l'Ancien a documenté l'existence d'un nœud extraordinaire que l'on appelle le nœud d'Hercule ou nœud d'Héraclès. Ce nœud d'Hercule renvoie à la mythologie grecque et notamment aux 12 travaux d'Hercule. Dans ce mythe, le premier exploit du héros, c'est de tuer le lion de Némée. Un lion terrifiant qui avait la particularité d'avoir une peau impénétrable. Hercule sort vainqueur du combat en étouffant le lion. Il prend alors la peau de l'animal pour s'en vêtir et l'attache en nouant les pattes de l'animal avec ce fameux nœud d'Hercule. La peau du lion de Némée devient alors pour Hercule une armure invincible et le nœud qui la maintient un symbole de force et de protection. Ce qui est intéressant, c'est que ce fameux nœud était réputé pour son efficacité contre les maladies. Pline l'Ancien, dans son histoire naturelle, nous apprend qu'il est étonnant combien les blessures guérissent plus promptement lorsqu'on attache l'appareil, le bandage, avec le nœud d'Hercule. Donc vous le voyez, ici encore, le nœud est en lien étroit avec la guérison. Dans la Rome antique cette fois, ce même nœud d'Hercule a été utilisé lors du mariage. La mariée nouait sa tunique avec ce nœud que le mari dénouait lors des noces. La raison de ce geste, c'est que Hercule était réputé avoir eu 70 enfants. Le nœud qui lui était associé était donc bon présage de fécondité pour le jeune couple. Mais plus encore, la magie des nœuds a été très utilisée depuis l'Antiquité pour symboliser l'amour et l'union. D'ailleurs, les rituels de hand-fasting, donc les cérémonies d'engagement païens, les mariages païens, reposent sur ce concept. Le hand-fasting consiste pour le couple à s'engager l'un envers l'autre par le fait de joindre leurs mains, mais également par le fait de nouer des rubans autour de leurs poignets. Dans ce rituel, on utilise des rubans colorés pour faire des nœuds autour des mains jointes du couple. Et j'aimerais que nous poursuivions notre exploration de la magie des nœuds en portant cette fois notre attention sur les peuples germano-scandinaves et plus spécifiquement sur ce symbole. Il s'agit du Valknut qui est étroitement lié au dieu Odin. À savoir d'ailleurs que le mot Valknut n'est pas un mot viking traditionnel, c'est un nom moderne que l'on a donné au symbole qui combine le mot valeur qui signifie guerrier tué et Nut qui signifie nœud. En somme, le Valknut, que l'on appelle aussi nœud des Oxys, est un nœud des guerriers tués, semble-t-il, puisque ce symbole a été largement rencontré dans des contextes funéraires, à savoir des pierres tombales, des pierres commémoratives ou encore des objets funéraires, et cela presque toujours en association avec des images du dieu Odin. Observons un peu ce symbole. Il s'agit d'un nœud formé à partir de 3 triangles qui s'emboîtent. Il s'agit d'une forme borroméenne. Comprenez par là qu'il s'agit d'un entrelac de 3 triangles indissociables car la suppression de l'un entraîne de facto la libération des 2 autres. Ce symbole est très mystérieux car il apparaît régulièrement mais aucune source écrite n'en fait mention. Il existe plusieurs théories concernant ce symbole. Alors, selon certains chercheurs, le Valknut serait un symbole de réincarnation ou encore une forme de protection pour l'âme au moment du trépas. D'autres théories rapprochent les 9 pointes des 3 triangles des 9 mondes décrits dans la mythologie nordique. Mais il existe une autre interprétation de ce nœud très stimulante à mon sens qui associe le Valknut au dieu Odin et à sa capacité à lier et à détacher qui est mentionnée dans plusieurs sources. Odin est un dieu lieur. Comprenez qu'il tire les ficelles du destin, que sa magie opère sur les hommes sur qui il a le pouvoir de restreindre, de lier ou de délier des situations mais aussi de choisir le dénouement d'une situation. So be it. Cette magie des nœuds, elle était également omniprésente dans le monde celtique. Vous connaissez très certainement le plus célèbre d'entre eux, la triquetra. Avant de devenir un symbole très populaire chez les sorcières modernes, on pensera à la couverture du livre des ombres dans la série Charmed. C'est avant tout un symbole que l'on retrouve un peu partout sur les croix celtiques, sur les manuscrits enluminés comme ici sur le livre de Kells, ou même sur plein d'autres objets, tout particulièrement en orfèvrerie. En réalité, on ne sait pas exactement ce que signifiait ce symbole pour les Celtes parce qu'il n'existe pas de mention écrite à ce sujet. Nous n'avons donc que des suppositions. Et les chrétiens ont d'ailleurs très largement réutilisé ce symbole pour représenter la Trinité. Mais ce qui est frappant, c'est que la triquetra celte ressemble étrangement au Valknut germano-scandinave, ce qui suggère une utilisation qui dépasse le simple ornement. Si on avance un peu plus loin dans l'histoire, on se rend compte que la magie des nœuds perdure. Dans les traités de magie du Moyen-Âge, on retrouve les termes ligo, ligare pour nommer ce type de magie.
Selon ces traités médiévaux, il s'agit de recourir à un procédé magique qui suspend l'activité normale d'un être vivant ou le déroulement de tout autre phénomène naturel. Ce type de magie était alors employé pour avoir du contrôle sur autrui, mais aussi pour faire alliance. Entendez par là se lier avec des entités, des démons, afin d'en tirer un pouvoir. En outre, la magie des liens était également utilisée pour accomplir des exorcismes. En présence de personnes possédées, on utilisait notamment la technique par ligatio qui est décrite dans le Vinculum Salomonis, un texte du XIVe siècle. Ce procédé qui utilise la magie des nœuds permettait d'enchaîner les démons par, je cite, des liens de fer ou de feu. Quelle excellente journée pour un exorcisme. À ce sujet, le célèbre Henri Corneille Agrippa, donc bien connu dans le monde de l'ésotérisme, a décrit dans De Occulta Philosophia les 3 sortes de liens par lesquels on peut lier les esprits, les conjurer et les chasser. Si ce sujet vous intéresse en particulier, je vous laisse aller voir ça en détail parce que j'aimerais avancer un peu plus dans le temps pour examiner ce qui se passait à la Renaissance et durant la période des Lumières. Et à cette époque, il existait un sortilège de nœuds très connu mais surtout terriblement redouté. Ce sortilège, on l'appelle le maléfice du nouement de l'aiguillette. D'aucuns affirmeront qu'il s'agit d'une simple superstition, mais ce maléfice a fait beaucoup parler pendant plusieurs siècles. Ce maléfice consiste à empêcher un homme de consommer son mariage, bref, à rendre le jeune marié impuissant. Cette opération magique est connue depuis l'Antiquité, mais elle était particulièrement en vogue au XVIe et XVIIe siècle en France. Voici comment ça se passait. Alors, lors de la cérémonie du mariage, la personne qui voulait gâcher la vie du jeune couple se munissait d'un simple lacet. Au moment où les anneaux étaient échangés, le malandrin faisait le premier nœud, il en faisait ensuite un deuxième au moment où les vœux étaient prononcés. Enfin, le troisième et dernier nœud était fait lorsque le jeune époux était sous les draps, et ainsi l'aiguillette était nouée. Alors bien sûr, la formation de ces nœuds s'accompagnait de quelques formules magiques. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette magie des nœuds était si courante que le célèbre démonologue Jean Baudin l'a qualifiée d'action diabolique méritant la peine de mort. Et le grand chirurgien Ambroise Paré lui-même a dénoncé le fléau de cette émasculation magique. L'Église s'insurgea. Hérétique! Au bûcher! Certains furent condamnés au bûcher, mais la pratique perdura. Si bien que les futurs mariés hésitaient souvent à se marier au grand jour. Ah bah c'est super. Traditionnellement, les nœuds sont également fortement associés à la magie élémentaire et plus spécifiquement à l'élément air. Cette forme de magie se retrouve notamment en Angleterre et surtout dans le nord de l'Europe où certains pratiquants de la magie avaient le pouvoir de capturer les vents dans les nœuds. Dans l'ouvrage du XVIIe siècle, Histoire de la Laponie de Johannes Schäfer, il est fait mention de cet art de faire lever les vents. Ainsi, il se vendait aux marins des cordes nouées de 3 nœuds magiques. Une fois sur le bateau, en dénouant le premier nœud, un vent favorable s'élevait. Sitôt le deuxième dénoué, le vent devenait plus fort et lorsque l'on défaisait le troisième nœud, une tempête infernale se déchaînait propre à engendrer le naufrage. Entre parenthèses, notez que les magiciens capables d'influer sur les phénomènes météorologiques s'appellent les tempestaires. On en retrouve à différentes époques et à différents endroits de la planète. Je trouve également intéressant de constater combien la magie des nœuds est très présente dans la religion chrétienne. L'idée selon laquelle ce que l'on nous provoque des modifications dans la réalité est d'ailleurs énoncée en toutes lettres dans la Bible, dans l'évangile selon saint Matthieu, où Jésus dit à ses disciples « Toutes les choses que vous aurez liées sur la terre seront liées dans le ciel, et toutes les choses que vous aurez déliées sur la terre seront déliées dans le ciel. » Dans l'Ancien Testament, il existe également de très nombreuses mentions à la notion de liage, de ligatura, dans un sens magico-religieux où le maître des liens n'est autre que Yahvé lui-même, comme l'était Odin, nous l'avons vu pour les anciens peuples germano-scandinaves. De façon plus contemporaine, cette fois, j'aimerais vous montrer l'un des tableaux les plus connus et les plus honorés dans la chrétienté. Il s'agit d'une œuvre d'art de l'an 1700, peint par Spettner, qui représente Marie qui défait les nœuds. Il s'agit d'un tableau qui fait l'objet d'une dévotion exceptionnelle. Il est conservé dans une église en Allemagne. Observez, sur ce tableau, nous voyons la Vierge Marie. À droite, un ange lui tend un ruban blanc plein de nœuds. Marie s'emploie à défaire chacun d'entre eux. Et à gauche, un deuxième ange récupère le ruban redevenu lisse. Pour la petite histoire, ce tableau a été réalisé à la suite d'une réconciliation entre un mari et sa femme qui étaient sur le point de se séparer. La Vierge aurait été invoquée afin de délier tous les nœuds de leur relation, entendait tous les problèmes, les points de crispation. Immédiatement, la paix aurait été restaurée entre le mari et la femme. Cette œuvre célèbre donc le pouvoir de Marie et fait l'objet d'une dévotion exceptionnelle dans le monde. Il en existe de très nombreuses copies et elle figure même sur les neuvaines, donc les bougies dévotionnelles. Si je vous montre cette œuvre,
C'est pour vous montrer que le symbolisme et la magie des nœuds a transcendé les époques et les différentes croyances pour venir jusqu'à nous. Finalement, peu importe la culture qui l'a porté, ce type de magie semble viscéral, comme inscrite au plus profond de notre héritage. D'ailleurs, de l'autre côté de l'Atlantique, cette magie des nœuds, des liens, nous la retrouvons avec un objet particulièrement emblématique, la trappe-rêve. Vous en avez forcément déjà vu, il s'agit d'un objet artisanal d'origine Ojibwe, donc un peuple autochtone d'Amérique du Nord. Il se compose d'un cerceau et d'un réseau de fils dont le but est d'empêcher les mauvais rêves de venir envahir le dormeur. Il s'agit donc d'un objet magique dédié à la protection. On les utilise encore de nos jours, même s'ils ont tendance à être considérés comme des objets de décoration. Il faut se rappeler qu'il s'agit d'un artefact magique basé sur la magie des nœuds et plus précisément du tissage. Écoutez, j'aurais vraiment encore des tonnes de choses à vous dire sur l'histoire de la magie des nœuds et du tissage, mais je vais écourter en portant tout de même votre attention sur la fête de Beltane. Si vous me suivez depuis quelques temps, vous avez sûrement eu l'occasion de découvrir les différentes vidéos que j'ai consacrées aux 8 sabbats de la roue de l'année païenne et Wiccan. Et l'une de ces festivités, celle qui se tient la nuit du 30 avril au 1er mai, donc Beltane, nous offre un exemple frappant de magie des nœuds. Pour rappel, Beltane est certes l'une des 8 fêtes de la roue de l'année Wiccan, mais c'est surtout l'une des 4 festivités majeures du monde celtique. Chez les Celtes, Beltane correspond à l'entrée dans la saison claire, donc c'est le début de l'été, et on célèbre la fertilité. Dans le monde moderne, les traditions du 1er mai ont conservé cette dimension et la fertilité est toujours honorée. Dans les campagnes, des rites de fécondité ont perduré et on érigeait le mât de mai, donc un arbre autour duquel on dansait en accomplissant des chorégraphies consistant à tresser et détresser d'immenses rubans qui étaient attachés au sommet. Ces danses de la fertilité avaient une valeur propitiatoire, donc destinée à rendre Dieu ou les dieux propices à la survie et à l'abondance. En France, on connaît bien ce type de danse, telle la danse des cordelles qui se pratiquait en Provence. Il reste un genre de magie des nœuds que je n'ai pas encore évoqué mais qui devient de plus en plus populaire, il s'agit des échelles de sorcières. C'est un objet magique qui est souvent confectionné en tressant 3 cordes ensemble et en les nouant 9 fois, tout en plaçant des objets dans chaque nœud comme des ossements, des plumes noires, voire même des breloques en tout genre. Notez qu'il y a bien des façons de réaliser une échelle de sorcière, mais ce que vous devez savoir, c'est que ce type d'artefact magique était souvent confectionné dans le but de nuire. La sorcière qui réalisait cette fameuse échelle maudissait sa victime à chaque nœud et cachait ensuite l'échelle dans la maison de la pauvre personne visée dans l'intention de lui causer du mal. Ce type de magie est documenté et on a d'ailleurs retrouvé une échelle de sorcière de ce genre en 1878 dans une maison de Wellington dans le Shropshire en Angleterre. Lors de la démolition de cette maison, cette échelle de sorcière a été retrouvée dans l'espace qui séparait le toit intérieur de la maison et qui était donc inaccessible depuis l'intérieur de la bâtisse. Elle a donc été placée là à l'insu des habitants. Alors bien sûr aujourd'hui, on utilise davantage les échelles de sorcière pour une magie bénéfique, enfin je l'espère, en utilisant chaque nœud comme un point d'ancrage pour une intention. Vous le voyez, la magie des nœuds a une histoire tout à fait ambivalente à l'image même de cette pratique qui peut être utilisée aussi bien pour le meilleur que pour le pire. Comme on l'a vu, la magie des nœuds a été utilisée tout à la fois pour protéger, pour unir, pour favoriser la fertilité, la force, la guérison, mais aussi malheureusement pour créer des embûches, des entraves, pour manipuler autrui à la façon d'une marionnette. Alors bien sûr, je vous encourage à utiliser cette magie que pour le bien de tous, et c'est d'ailleurs ce que nous allons enfin voir dans la 3e partie de cette vidéo pour rentrer dans la pratique. Alors maintenant qu'on a quelque peu survolé l'histoire de la magie des nœuds, ou du moins que nous en avons exploré plusieurs occurrences à travers le temps et les cultures, je vous propose d'expérimenter vous-même ce type de magie si vous en avez envie. Si vous avez bien suivi ce que j'ai raconté avant, vous avez pu constater qu'il y a essentiellement 2 façons de procéder. Dans la magie des nœuds, on peut lier ou délier des choses, faire des nœuds sur une corde ou encore défaire des nœuds. Donc mes conseils concerneront pour cette vidéo du moins ces 2 aspects de la pratique, nouer et dénouer. Clairement, je pourrais faire une série de 20 vidéos ou plus pour vous expliquer tout ce qu'il est possible de faire. Je vais donc ne vous exposer aujourd'hui qu'une poignée de possibilités, mais gardez en tête que ce n'est qu'un fragment des possibles qui vous sont offerts. C'est même assez frustrant pour moi de devoir faire des choix, mais bon, cette vidéo ne peut pas non plus durer 10 heures, que voulez-vous. On commence donc par l'action de nouer. Lier 2 choses entre elles, c'est un type de magie qui est très utilisé dans les charmes d'amour, tout ce qui concerne l'union ainsi que l'engagement. En liant 2 choses entre elles, on unit leurs énergies.
Et en la matière, je ne peux que vous encourager à faire attention aux choses que vous unissez et à quel type d'énergie vous souhaitez vous lier. Quand les deux personnes sont consentantes, comme dans une cérémonie de type end-fasting, donc dans un mariage durant lequel on unit les mains, là tout va bien. En somme, il s'agit d'un engagement, d'un pacte auquel on ajoute une dimension spirituelle et même carrément magique lorsque l'on s'engage dans cette voie-là. Donc le end-fasting, c'est un type de magie des nœuds que vous pouvez expérimenter. Dans la tradition du end-fasting, les deux personnes qui s'unissent vont croiser leurs bras et attraper les mains de leur partenaire, ce qui va former le signe de l'infini. L'officiant va ensuite nouer un ou plusieurs rubans autour des mains du couple. Dans ce rituel, le couple conservera ensuite les rubans noués dans leur maison, alors que défaire les nœuds symboliserait une séparation. Il y a bien des façons de pratiquer le end-fasting. En réalité, dans sa forme originale, il s'agit d'une forme de mariage très ancienne qui se pratiquait énormément en Écosse notamment, mais aussi en Angleterre et en Irlande, mais je ne vais pas m'étendre davantage sur la question du end-fasting qui est un vaste sujet. Dans le même ordre d'idée, vous pouvez unir par le biais de rubans, de fils ou de cordons bien d'autres choses que deux personnes. Vous pouvez par exemple vous unir à une volonté. Par exemple, vous pourriez utiliser une mèche de vos cheveux et la tresser avec des rubans que vous aurez préalablement consacrés et chargés de vos intentions. Pour expliquer ce sortilège, on va prendre un exemple. Et après, vous n'aurez plus qu'à le personnaliser. Admettons que vous souhaitiez développer courage et persévérance pour atteindre un objectif. Vous pourriez choisir un ruban de couleur rouge pour le courage et vert pour la persévérance. Alors ici, bien sûr, ça dépendra de vos correspondances personnelles. Choisissez des couleurs qui, pour vous, sont associées au courage et à la persévérance. Bref, une fois que vous avez vos rubans, il vous faut les consacrer à la magie, puis les charger de votre attention, par exemple, par visualisation, en faisant émerger en vous les émotions et les images qui sont associées à cette version de vous courageuse et confiante, et ensuite faire descendre cette énergie jusque dans les rubans, chacun leur tour. Une fois que vous avez fait ce processus, il vous faut attacher ensemble les deux rubans et la mèche de cheveux. Pour cette étape, je vous propose de faire un premier nœud avec une petite ficelle. Ce sera notre point d'ancrage. En faisant le nœud, prononcez une formule du style: par ce geste, je me lie au courage et à la persévérance. Je les associe à mon être afin d'en incarner l'énergie. Une fois que votre nœud est fait, vous allez venir tresser ensemble la mèche de vos cheveux et chacun des deux rubans. Chaque fois que vous faites passer la mèche ou un ruban au centre, énoncez à voix haute votre volonté avec une phrase différente à chaque fois. Par exemple, je mène à bien mon projet. Ma volonté est inébranlable. J'avance en toute confiance. Je suis capable de faire face aux défis. Je dispose de toutes les ressources nécessaires. Vous voyez l'idée. Une fois que vous arrivez au bout, il va falloir faire un dernier nœud avec un bout de cordelette et prononcer une formule finale comme « Le sort est scellé, mon destin est lié, qu'il en soit comme il a été dit ». Je le rappelle une fois de plus, soyez vigilants à ce à quoi vous vous liez. Je passe aux célèbres échelles de sorcière. Donc bien sûr, on ne va pas en fabriquer une pour maudire quelqu'un et je ne vous enseignerai rien de tel sur cette chaîne. Je vous propose de fabriquer une échelle de sorcière pour bénir, apporter de la protection. Vous pouvez en fabriquer pour d'autres intentions, soit dit en passant, faites comme vous voulez. Bien sûr, ici je vous montre la façon dont moi je procède, mais il existe plusieurs façons de faire, gardez ça à l'esprit. Bref, pour ce sortilège, il vous faut une grande ficelle et des objets, des éléments qui vont correspondre à vos intentions. Je m'explique. Il y a bien des façons d'apporter de la bénédiction et ou de la protection. Vous pourriez en appeler aux éléments terre, air, feu et eau, en nouant des représentants de chacun d'eux sur la corde. Vous pourriez en appeler à une divinité quelle qu'elle soit, ou encore à un animal. Les possibilités sont infinies. Pour l'exemple que vous déclinerez bien sûr à vos besoins, je vais créer une échelle de sorcière afin d'apporter de la protection au foyer avec la déesse Brigide. Pour ce sortilège, nous allons faire 9 nœuds. 9 en numérologie, c'est le chiffre de l'accomplissement. C'est le dernier chiffre de la première série décimale qui va de 1 à 9. Après, on passe sur un autre cycle. Avec le 9, symboliquement, on récolte les fruits du chemin parcouru. On va donc faire 9 nœuds pour notre échelle de sorcière. Reprenons l'exemple d'une échelle de sorcière de protection. On va donc choisir 9 éléments que nous allons fixer à la cordelette. Par exemple, ici, j'ai pris une plume noire, un clou, une branche de pin, une croix de brigide, un chardon, un œil de tigre, une dague, une lune et un grelot. Tous ces éléments jouent un rôle dans la magie de protection. Il faudra bien sûr penser à purifier la pierre ou même les breloques que vous utiliserez. Pour réaliser cette échelle de sorcière, je vous suggère également de tracer un cercle de pratique. Je ne m'étends pas sur ces prérequis, on passe à la confection de l'échelle.
Je procède de la façon suivante. Pour chaque nœud, je vais nouer un des 9 objets tout en prononçant une formule. Le premier nœud que je fais est le nœud d'ancrage. C'est un peu la fondation du sortilège. Il définit le cadre de tout le sort. Ici, je vais utiliser la croix de Brigide afin de mettre la protection sous son patronage. Mais bien sûr, de votre côté, accrochez ce qui correspond à votre intention. Je charge l'objet de mon intention et une fois que l'objet est chargé, je le fixe par un nœud en prononçant une formule. Avec le nœud premier, le sort en est jeté. Puis je passe au second élément. De la même façon, je le charge, puis je le fixe en prononçant une formule, etc., jusqu'au 9e et dernier nœud. Je vous propose ici une version générique, avec des phrases un peu passe-partout. Mais je vous encourage vraiment à personnaliser ce sortilège avec des phrases qui correspondent à l'intention avec laquelle vous fabriquez cette échelle de sorcière. C'est ce que je vais faire moi pour l'échelle de protection, je veux dire des phrases plus spécifiques. Mais comme je préfère que vous puissiez vous adapter, je vous donne une version générique. Avec le nœud premier, le sort en est jeté. Avec le nœud de 2, se réalise mon vœu. Avec le nœud de 3, il est à moi. Avec le nœud de 4, il est renforcé. Avec le nœud de 5, solidement, il est fixé. Avec le nœud de 6, il est protégé. Avec le nœud de 7, il atteint son but. Avec le nœud de 8, je suis béni. Avec le nœud de 9, qu'il en soit ainsi. Et voilà, une échelle de sorcière que vous pouvez suspendre là où vous en avez le plus besoin. Si c'est une échelle de protection, on va plutôt la suspendre au niveau de la porte d'entrée. Si c'est une échelle pour favoriser le sommeil, on va plutôt la mettre dans la chambre. On passe au sortilège où l'on va utiliser l'action de dénouer. Alors en dénouant, on peut obtenir plusieurs résultats. On peut soit desserrer une étreinte, donc libérer des tensions, des problématiques ou des relations dans lesquelles on se sent embourbé, mais on peut aussi dénouer des nœuds pour libérer un pouvoir que nous avons intentionnellement emprisonné à un moment donné pour s'en servir quand nous en aurons besoin, à la façon des nœuds que l'on donnait aux marins pour faire lever les vents. Dans le premier cas, si vous souhaitez utiliser la magie des nœuds pour vous libérer d'une situation dans laquelle vous avez l'impression d'être comme dans un paquet de nœuds, si vous êtes chrétien, que la figure de la Sainte Vierge vous parle, vous pourriez déjà utiliser une neuvaine de Marie qui défait les nœuds dont nous avons déjà parlé. Vous pourriez par exemple écrire sur un papier la situation que vous souhaitez dénouer, la placer sous la neuvaine et faire ensuite brûler la bougie de façon ininterrompue durant 9 jours en faisant des prières quotidiennes. Autre proposition, version sorcière cette fois. Une veille de nouvelle lune, donc en lune décroissante, pour favoriser le bannissement, tracez votre cercle de pratique en invoquant les 4 éléments. Prenez une corde sur laquelle vous allez former une boule de nœuds, chaque nouveau nœud correspondant à un aspect de votre problématique. Demandez à chacun des 4 éléments de vous apporter son support. Confiez-leur une partie de la mission à chacun. Dissolvez votre cercle. Une fois que c'est fait, confiez la boule de nœud aux éléments. Posez-la dehors, à même la terre, exposée au soleil qui représente l'élément feu, au vent qui représente l'élément air et à la pluie qui représente l'élément eau. La terre est représentée par la terre sur laquelle vous déposez votre boule de nœud. Laissez cette boule exposée aux éléments durant toute la lunaison. À la prochaine veille de nouvelle lune, reprenez votre boule de nœud et défaites patiemment chacun des nœuds.
Ressentez à l'intérieur de vous un poids qui s'enlève de vos épaules à chaque nœud défait. Que tous les nœuds sont défaits, proclamez avec force « Je suis libéré » ou une autre formule de votre choix. Le lendemain, à la nouvelle lune, célébrez ce nouveau cycle qui s'ouvre, accueillez les énergies du renouveau et quelques jours plus tard, en lune croissante, posez vos intentions pour l'avenir et dans l'idéal, réalisez un petit sortilège pour manifester votre nouvelle réalité avec une bougie par exemple. Pour la magie des bougies, je vous renvoie à ma vidéo sur le sujet, je la remets dans le petit et en barre d'infos comme d'habitude. On passe maintenant à une autre facette de la magie des nœuds qui consiste à dénouer pour libérer une force, un pouvoir que l'on a emmagasiné. Ce type de sortilège est très utile pour avoir sous la main une réserve de magie à libération rapide. C'est le principe de la corde nouée que les sorcières vendaient aux marins pour libérer les vents. Cette technique permet d'anticiper un besoin. Imaginons que vous ayez un examen à passer et que vous manquez d'assurance à l'oral. Vous pourriez profiter d'un petit coup de pouce magique en emprisonnant de la confiance et de l'assurance dans un nœud qu'il vous suffirait de libérer au moment de passer devant le jury. Alors bien sûr, on est d'accord, ça ne remplace pas le fait d'avoir potassé vos cours, mais ça peut apporter le petit plus de confiance en soi qui fait la différence. C'est un exemple que je vous donne là, mais vous pouvez emmagasiner ce que vous voulez, comme de la chance par exemple. Pour cette technique, je vous recommande chaudement de créer vos nœuds à un moment de puissance énergétique, comme par exemple au moment de la pleine lune ou encore au moment du solstice d'été, là où le soleil est à son maximum de puissance. Ajustez en fonction de vos besoins pour choisir le timing magique. Reprenons notre exemple précédent. Imaginons que nous souhaitions emmagasiner de la confiance, de l'assurance, de l'estime de soi. On pourra notamment choisir de réaliser notre corde nouée au moment de la pleine lune en Lion, puisque ce signe astrologique porte de façon archétypale cette notion de rayonnement, de charisme. Au moment de la pleine lune du Lion, on tracera un cercle de pratique au sein duquel on tâchera de mobiliser une certaine dose d'énergie, on pourra aussi en appeler à l'archétype du Lion, et surtout au moment de nouer la corde, on visualisera intensément en vivant à l'intérieur de nous cette version de nous pleine de confiance et de charisme. Cette visualisation devrait être maintenue et transférée dans le nœud au moment où nous le formons. Je vous conseille de former 3 nœuds distincts sur la corde, conformément à la tradition. Le jour de votre examen, juste avant de passer devant le jury, vous pourrez défaire un nœud avant de vous montrer sous votre meilleur jour. Voilà pour quelques sortilèges de nœuds. Mais il en existe à l'infini. On peut tisser des charmes en créant des colliers, des bracelets, en tressant les cheveux, en faisant du tricot, du crochet. Les possibilités sont extraordinaires. Alors je sais que ça fait beaucoup d'informations à retenir et que vous avez souvent peur de mal faire. C'est pour ça que je vous propose des rituels en ligne où je vous guide pas à pas. Ça vous permet de faire vos armes, vous familiarisant avec la conduite d'un rituel. N'hésitez pas à aller voir, j'en ai créé pour plusieurs sabbats. Je vous mets tout ça en barre d'infos. Je m'arrête là pour aujourd'hui car cette vidéo est déjà tellement longue et pourtant j'aurais tant à vous partager encore. J'espère en tout cas que vous avez appris plein de choses. Pour soutenir mon travail, pensez à partager cette vidéo autour de vous, sur vos réseaux sociaux, à mettre un petit pouce bleu, à commenter et pourquoi pas à vous offrir un rituel sur ma boutique en ligne. A bientôt et prenez soin de vous!